La réponse est déjà dans la question. Le transfert est la meilleure résistance contre le discours capitaliste. Mais, alors, pour ce qui est du pouce à la psychose, là, je me suis peut-être aventurée à le dire un peu rapidement. Il faudrait le dire autrement. Alors, le discours du maître, qui était préalable au discours d'analyste, au discours du capitaliste, finalement, qu'est-ce que ça signifie le discours du maître? Ça veut dire que le sujet naît dans le discours du maître qui est déjà là. C'est-à-dire naît dans un S1 qui l'identifie, mais ce S1 ne le résume pas. Et par conséquent, s'ouvre à lui la possibilité d'aller vers S2, c'est-à-dire en savoir quelque chose, et de ce savoir-là qui est par définition incomplet, puisqu'il n'est déjà pas représenté dans le S1, fait que ça le divise. Et donc le sujet, vous le trouvez sous la barre du S1 dans le discours du maître, et ça pourrait marcher comme cela si tout faisait sens, mais comme il y a un résidu de l'incomplétude du symbolique, un résidu de jouissance, eh bien, on a petit a, qui est le hors-sens, qui reste sous le savoir extrait. Donc, ça, c'est le discours du maître classique. Alors, quel est le changement dans le discours du capitaliste? C'est très peu de choses. L'inversion entre S1 et S barré. Ça a l'air de rien, mais quand le S barré passe au-dessus de la barre et le S1 passe en dessous de la barre, ça veut dire qu'à l'origine, on a un sujet qui n'est pas sujet, là où il y avait le S1. Et qu'il s'en remet au S1, c'est lui qui s'en remet au S1, c'est-à-dire que le S1, en quelque sorte, pense et agit pour lui. Et là, à ce moment-là, évidemment, l'accès au S2 ne lui est pas permis. S2 petit sont coupés de S barré, S1. Il faut qu'il y aille, mais en diagonale. Enfin, même pas, le sujet, lui, n'y va pas. S1 va en diagonale vers S2. Parce que c'est toujours le même schéma. S1, S2, petit a. Qu'est-ce qui fait que fait le S1 qui est le représentant du discours du capitaliste? Eh bien, il relève un certain nombre de savoirs, on va les mettre au pluriel, pour ne pas le faire équivaloir au savoir inconscient, un certain nombre de savoirs qu'il extrait, donc il va passer de S1 à S2, et ce S2, extrait donc du sujet barré, eh bien, à son insu, évidemment, ne serait-ce que les algorithmes nous l'indiquent, et tout ce qu'on vous dit tous les jours, on pense avant vous-même pour vous proposer tout un tas de choses que vous allez aimer en fonction de ce que vous aimiez déjà. C'est votre savoir inconscient qui est attrapé. Eh bien, à ce moment-là, le maître, le capitaliste, que fait-il? Il produit un objet de la réalité. Il produit un objet de la réalité, et cet objet de la réalité va venir, eh bien, satisfaire, entre guillemets, en tout cas boucher le trou du S barré, boucher la castration. L'objet est fabriqué de plus en plus rapidement, de manière à ce que la saturation de l'objet de S barré se produit de plus en plus. Quand j'ai écrit le petit texte que vous connaissez, qui était dans l'accord quotidien sur Petite Fille, j'ai parlé de l'anorexie quant au savoir sur le genre. Et on pourrait dire que le capitalisme opère une anorexie parce qu'il nourrit d'objets de la réalité quant au savoir tout court. Et Lacan dit
quand il annonce le discours capitaliste, il dit que ce système, et vous pouvez le voir vous-même quand vous le repérez sur le dessin, ça fait une sorte d'infini, il dit que ce système marche très bien. Il marche comme des roulettes, comme sur des roulettes. Mais il marche très vite. Il marche très vite parce que dès qu'il y a la moindre satisfaction, il faut en inventer une autre pour qu'elle vienne boucher le trou. Vous comprenez qu'il n'y ait pas un désir, un savoir qui soit hors des objets qui sont proposés. Donc à ce moment-là, ça marche très très vite, que finalement, ça se consume tout seul. C'est-à-dire la consommation fait que le système entier se consume. Alors, ça implique quoi, ce système? Bien, ça implique que, au fond, il y a, comme je vous disais par rapport à l'anorexie, quant au savoir, il y a un pouce à la méconnaissance. La méconnaissance, c'est quand même un des noms du sujet de la belle âme, de celui qui ne veut pas savoir, du moi. Il y a un pouce à être soi-même l'objet de celui qui vous donne l'objet. Donc vous êtes dans un statut très particulier. Ça ferme au savoir sur la psychose, donc ça rend intolérant en même temps. C'est-à-dire que la psychose, on ne sait plus ce que c'est, on ne sait déjà pas soi-même ce que c'est que l'angoisse que l'on prend en général pour du stress parce qu'on n'a pas bien fonctionné, comme on dit. Donc a fortiori, on ne va absolument pas comprendre qu'est-ce que c'est que la psychose. Donc au fond, il y a quelque chose qui se décomplexifie. Eh bien, lorsqu'une société méconnaît le symptôme, méconnaît la possibilité de la différence symptomatique, appelons-la comme ça, qu'est la psychose, pour ne pas dire le réel, parce qu'après tout, une société, tout le monde n'est pas obligé de connaître le savoir le réel en tant que conclusion. Ça, c'est nous qui le savons. Mais qu'est-ce que ça produit? Ça produit que ce savoir-là n'est pas demandé. N'étant pas demandé, les intermédiaires font le discours universitaire et, par extension, le discours de l'analyste, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, tente à disparaître. On tente à le faire disparaître. Il ne disparaît pas, heureusement. Et d'une certaine manière, la tendance est à produire un réel dénudé. Le sujet psychotique, qui lui n'a pas l'imaginaire, au fond, d'entrée de jeu, en tant qu'il est produit par le symbolique dans le nœud qui va se faire, va se retrouver déshabillé. Étant déshabillé, étant sans recours à l'autre, là où l'autre pourrait comprendre quelque chose de lui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il déclenche, la psychose apparaît bien plus facilement. Non seulement elle apparaît plus facilement, mais le système même de ce mécanisme, au fond, mécanise tellement que phénoménologiquement, on a tendance à pousser vers la méconnaissance et donc à aller du côté de fond des moi, voilà, qui aurait la forme du moi psychotique. Je ne dis pas que ça rend fou, attention, ce n'est pas la même chose. Simplement, il y a tout un système qui, au fond, essaye de éliminer l'entropie, c'est-à-dire la perte, qui ne se rend pas compte qu'en éliminant la perte, ça c'est tout le système qui est éliminé, et au fond, tout le monde va à l'objet, comme le psychotique se fait l'objet de l'autre. Voilà.
c'est une question là aussi précise, pertinente. Il faudrait la poser aux jeunes psychiatres. Et donc, ce qui m'est immédiatement venu à l'esprit, c'est de les renvoyer au texte de Lacan, à son discours aux jeunes psychiatres. Et alors, parce qu'au fond, moi j'ai écrit ça, j'ai écrit ce livre, je ne donne pas de conseils, je dis ce qui a été fait, sur quoi ça s'est appuyé, qu'est-ce qui garantit ce que je dis, c'est-à-dire qu'en principe on doit y trouver une sorte de cohérence interne qui devrait permettre à la personne au fond, de développer sur mon livre un esprit critique, d'en tirer des conclusions pour elle-même. En même temps, au fond, de voir si ce livre qu'elle lit, que le jeune psychiatre lit, pour l'appeler comme vous le dites, ou la jeune psychiatre lit, eh bien, si ça fait rencontre avec ce qu'elle entend, ou ce qu'il entend, auprès de ses patients. C'est ce point-là. Si ça, la seule chose qu'on puisse faire à partir du discours de l'analyste, c'est de provoquer une rencontre. Elle a lieu, elle n'a pas lieu. C'est le sujet qui en décide. Donc, vous savez, quand Freud a parlé des premiers lapsus, il y a des gens à qui ça n'a fait ni chaud ni froid dans ces conférences, et certains ont dit, mais oui, c'est vrai, quand un patient m'a dit ça, ah oui, mais moi, je dis des choses qui ne sont pas tout à fait. Alors, que dit Lacan dans ce texte? Eh bien, il dit que la formation du psychiatre, oui, on va lui faire des conférences, on va lui apprendre ce que c'est, que le délire. Tout ça sont des choses qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Alors, je pose la question aux jeunes psychiatres. Eux, ce ne sont pas les conférences sur le grand délire par exemple, de Legrand du Saule, sur la mythomanie de Dupré, qu'on leur enseigne, mais on va leur enseigner le DSM-5, les signes. C'est une autre forme d'accumulation, c'est une forme moderne d'accumulation. Là, ils tombent dedans, ils arrivent, ils tombent là-dedans. Bon. Donc je leur demande simplement, voilà, qu'ils se fassent leur idée. Et donc cette accumulation, la vraie question c'est comment se situe chacun par rapport à ça. C'est exactement ce que dit Lacan dans le discours aux jeunes psychiatres. Il dit, ils sont tous venus me dire, on voudrait comprendre notre patient. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes psychiatres se disent, je voudrais comprendre mon patient? Ou est-ce qu'ils se disent, j'ai devant moi quelqu'un qui a tel et tel signe, à qui je dois donner tel traitement, et puis qui s'étonne de la résistance au traitement, de la répétition de certaines situations, qui n'arrivent pas au bout d'un délire dont ils imaginent qu'il pourrait arriver au bout, dont ils voient qu'il ne veut pas y mettre du sien. Alors, veulent-ils comprendre quelque chose? C'est vraiment la question. Et j'ai trouvé, par conséquent, en faisant une petite translation, si vous voulez, puisque à l'époque où Lacan a écrit son discours aux jeunes psychiatres, on enseignait la clinique, la psychiatrie classique, la clinique, mais à une translation près, eh bien, qu'ils prennent tout ce qu'on leur enseigne et qu'ils se posent cette question. Est-ce que ça me permet d'essayer de comprendre à qui j'ai affaire, comment la folie chez celui-ci est différente de celle de celui-là, quelle singularité, pourquoi tous les fous, entre guillemets, ne font pas tous la même chose, ne délirent pas tous de la même manière. Après tout, quand on a une pathologie, des pathologies. Alors là, il ne s'agit pas de ça, bien sûr, donc il s'agit de la singularité du sujet par rapport à la langue qu'il habite, eh bien, ou bien les jeunes psychiatres vont se poser quelques questions de cet ordre, ou bien libre à eux de ne pas se les poser.
Simplement, il y a un point qui m'intéresse. C'est ce que dit Lacan à propos de l'angoisse. C'est-à-dire que le jeune psychiatre qui commence, il est un peu angoissé. Alors, j'aimerais bien, par exemple, que les jeunes psychiatres, quand ils reçoivent leur premier patient, bien qu'ils nous en disent quelque chose. Qu'ils disent quelque chose du désir qui les anime à ce moment-là, du désir d'en savoir un peu plus. Et peut-être peuvent-ils alors chercher dans DSM, dans plein d'autres techniques, ou bien veulent-ils chercher dans la psychiatrie classique, voir justement s'il y a des résonances, comme je parle de rencontres. Est-ce que les descriptions des grands classiques vont faire rencontre avec des dires de leurs propres patients? Ou bien alors, dans mon livre, avec l'enseignement de Lacan. Disons, la palette leur est offerte. C'est leur responsabilité. Et c'est le mot. Il y a la responsabilité de l'analyste, il y a la responsabilité du jeune psychiatre, il y a la responsabilité de chacun. Une question piège, encore. Parce que le travail pluridisciplinaire, qu'est-ce que c'est? C'est des uns tout seuls, côte à côte, qui pensent des choses différemment. Alors vous imaginez, pour le patient, c'est l'anarchie. C'est-à-dire, un tel va lui proposer quelque chose, un autre va lui proposer une autre. Alors comment on fait quand on est analyste dans un service pluridisciplinaire? Après tout, ça a aussi du bon. Voilà, il y a beaucoup de disciplines. Comme tout à l'heure, je parlais de choix de responsabilité. Alors, comment on va traiter ça? Bon, tous les services ne sont pas obligés d'être construits sur le modèle du service 15. Ça, puisqu'il est il est produit, ce modèle, par le désir d'une analyste. Et donc, l'ensemble, au fond, même s'il y avait des gens qui étaient plus ou moins, qui n'étaient pas nécessairement tous en analyse, etc., ce n'était pas la question, mais enfin, comme vous posez la question du réel, eh bien, il y avait des réunions où on enseignait ce que c'était que le réel. Et alors là, de nouveau, on tombe sur la dimension de la rencontre, c'est-à-dire le fait que lorsque vous évoquez quelque chose sur le plan théorique et que le patient et que le soignant le retrouve chez son patient, ça, au fond, ça fait quoi? Ça fait un savoir, je dirais même un savoir quasiment au sens analytique, puisque ça fait un savoir indélébile. Le savoir qu'il acquiert de la rencontre de quelque chose de théorique qui ne voulait pas lui donner une orientation ou lui imposer une théorie, simplement qu'il a développé, quand le soignant la retrouve auprès de son patient, ça fait tilt. C'est-à-dire que tout d'un coup, le soignant entend la forclusion et dit « bah oui, ça me dit quelque chose ». En fait, c'est un savoir indélébile qui marque et n'oublie plus après. J'ai des témoignages à ce sujet d'ailleurs d'infirmiers, de psychologues qui sont passés dans le service et qui longtemps après sont allés travailler en prison, etc. et ont témoigné de cela. Ça, c'est vraiment... Et donc, quand j'animais les réunions, j'avais pour habitude de dire justement, oubliez tout ce que je vous ai explicité, etc. Vous le retrouverez, on pourrait presque paraphraser Lacan en disant, vous le retrouverez sur l'échelle inversée de la clinique. Comme Lacan parle de ça à propos du désir. Oui. Donc là, la théorie sera retrouvée sur l'échelle inversée de la clinique. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient fertile. Alors, ça, c'est une chose. Maintenant, quand on est tout seul
dans un service pluridisciplinaire, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose, mais en grignotant par-ci par-là, en faisant toucher du doigt. Et quand on est, si vous voulez, analyste et que l'on est dans un service psychiatrique ou autre, une institution quelconque, de toute façon, on n'y est jamais en maître, même quand on le dirige. On n'y est jamais en maître, pourquoi? Parce que pour l'analyste ne peut pas être dans un face-à-face avec l'autre. Il ne peut être que du côté de il y a de l'un. C'est-à-dire il y a deux. Il y a de l'un, je peux te dire quelque chose. Et ce quelque chose-là n'est pas le tout de ce qu'il y aurait à dire. Ça ne sera jamais tout. Et d'une certaine manière, on est dans un service, même tout seul, du côté de la femme qui n'existe pas, c'est-à-dire de la propre singularité qui va mettre en jeu ce qu'elle aura de singulier pour faire passer quelque chose justement donc qui va vers l'autre et que l'autre pourra se saisir, s'en saisir, voilà, qui va toucher ou pas, résonner ou pas. Et évidemment, j'avais l'habitude de dire dans d'autres services avant d'être arrivée qu'on est aussi un peu l'avocat, on est aussi un peu l'historien, le journaliste, on est un peu tout. Parce que, un peu. C'est-à-dire qu'il faut utiliser toutes les petites ressources qui permettent de faire passer quelque chose, parce que ce quelque chose que l'on fait passer, ce n'est pas notre opinion. Et c'est ça le point. C'est au-delà de nous. C'est l'enseignement de Lacan, l'orientation lacanienne de Jacques-Alain Miller, qui sur le plan de la psychose, c'est absolument phénoménal, ce qu'il permet au fond de dépasser de la clinique psychiatrique pour aller vers la clinique de la jouissance. Donc, si vous voulez, là, eh bien, on s'y tient. On s'y tient en utilisant toutes les ressources que la personne peut avoir pour que cette rencontre, une rencontre soit possible. Et elle l'est. Alors là, on a des grandes surprises. Parce qu'on a des surprises, mais pas grandes, on a des surprises énormes. Parce qu'on découvre l'avidité des gens pour quelque chose de juste. Quelque chose de juste. Quand vous dites à un soignant, vous savez, il ne peut pas aller au-delà de ça, ces patients, alors que par exemple pendant 2 ans il était dans des services, on disait mais pourquoi il ne veut pas le faire, pourquoi il ne veut pas le faire, et quand on le démontre, les gens sont contents et ils éprouvent de la satisfaction, c'est-à-dire qu'il y a une satisfaction qui est vraiment celle du savoir et qui circule. Alors on la fait circuler. Si vous êtes dans une institution pluridisciplinaire, eh bien vous la ferez circuler. Mais de toute façon, vous ne serez pas, si vous êtes analyste, dans la position de c'est ça ou rien. Vous passerez par tous les chemins par où vous pourrez passer, et ce cheminement-là, en lui-même, est un enseignement.
en lui-même, c'est déjà un enseignement. Et là, vous avez des surprises incroyables. Je me souviens d'une patiente dont j'ai parlé je crois que j'en parle aussi dans le livre, je ne me rappelle plus. En tout cas, j'en avais parlé dans Quarto, qui avait tué ses enfants, etc. Et donc, j'arrive le matin à l'hôpital Paul Biro Villejuif, que vous connaissez bien, le service 15, vous arrivez. Et alors, l'aide-soignante, la secrétaire qui arrive. Madame Biaggi, il y a une patiente pour vous. Qu'est-ce que c'était une patiente pour moi? Vous allez me dire, parce que vous parlez du crime? Pas du tout. Une patiente à qui on ne peut pas parler, parce qu'il est insupportable qu'une mère ait tué ses enfants. Donc personne n'arrivait à lui parler dans le service. Et en même temps, dans les services précédents où elle était passée, c'était à peu près la même chose. Elle était rejetée. Et au fond, j'ai dit, mais pourquoi elle serait particulièrement pour... Parce que vous allez trouver quelque chose, vous allez nous expliquer quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir lui parler. Ben, j'ai dit, c'est pas faux. Et c'était vrai. Parce qu'au fond, c'était un suicide à la de Clérambault, enfin, un suicide altruiste, et que voilà, il y a toute une logique subjective qui avait emporté cette femme, et voilà, et comme dit Jacques-Alain Miller, rien n'est plus humain que le crime. Donc au fond, qu'est-ce que disaient les infirmiers ce jour-là et la secrétaire? Elle disait, dites-nous que rien n'est plus humain que le crime. Voilà ce qu'ils voulaient entendre, à juste titre. Donc il n'y a plus que la psychanalyse pour tenir ce propos aujourd'hui. Avant, il y avait des grands psychiatres qui pouvaient tenir ce propos, mais aujourd'hui, vous les cherchez désespérément, donc il reste la psychanalyse, parce que la psychanalyse, elle a continué sa route, elle n'a pas été sensible aux modes. Elle n'épouse pas le discours du maître. Elle en fait partie, elle est tout à fait dans le discours du maître, elle n'est pas en dehors du discours du maître. Mais elle garde son éclairage, elle ne s'y noie pas, elle ne s'y perd pas. Vous voyez ? Mais tous ceux qui ont travaillé en psychiatrie ont toujours entendu, celui-là, il revient encore, comment ça se fait, il est rebelle, il résiste aux médicaments, comment se fait-il, enfin, mais je ne comprends pas, il allait très bien, il rentre chez lui, il va mal. Donc, s'il rentre chez lui et qu'il va mal, ben c'est donc qu'il le fait exprès, qu'il cherche les fameux bénéfices secondaires, et que donc il essaye de tirer profit et qu'il manipule, et l'hôpital n'est pas un hôtel. Voilà ce que l'on avait l'habitude d'entendre, en tout cas quand moi je suis arrivée dans les hôpitaux aux alentours des années... Enfin, non, en 80 on ne l'entendait pas encore, mais vers 90 on commençait à l'entendre un peu plus. Donc, la première... Ce à quoi je étais confrontée d'emblée, c'était de me dire comment traiter ça à partir du moment où ce n'était plus, pour moi, grâce à Lacan, et à Miller, que ce n'était plus, au fond, une question de volonté, mais, je ne le savais pas encore à l'époque, à ce point-là, et aujourd'hui je dirais, mais de par l'être, au sens où le par l'être, c'est le nom de l'inconscient, nom de l'inconscient transstructural, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'inconscient du névrosé, l'inconscient du psychotique, il n'y a qu'un par l'être, c'est-à-dire un être de parole qui jouit. Donc à partir de là, je me suis posé la question de que faire. Comment traiter ça? Alors, on peut le traiter, je pouvais le traiter, si vous voulez, dans le transfert. Ça, c'était fait, en faisant revenir les patients, les voyant régulièrement, etc. Et puis, très vite, je me suis aperçue avec quelques-uns, mes collègues,
que le transfert en lui-même, la parole n'y suffisait pas. On peut le comprendre, puisque le sujet psychotique est en rupture. Vous vous imaginez que la parole ne va pas, comme ça, tout de suite suturer le symbolique qui affiche le camp. Voilà. Donc, ça n'est pas ni par des bonnes paroles, mais même avec un accompagnement, si vous voulez, un enveloppement du sujet qui est en train de se partir en morceaux. On ne lui dit pas, vous partez en morceaux, mais revenez la semaine prochaine. Entre-temps, les morceaux, ils se refont. Donc, ce n'est pas possible. Et donc, il fallait un lieu qui occupe cette fonction. Alors, on pouvait garder des patients plus longtemps, mais en même temps, vous êtes soumis au discours du maître, vous ne pouvez pas les garder indéfiniment. Et d'ailleurs, garder quelqu'un indéfiniment, c'est une autre manière de le couper du monde. Parce qu'après, il oublie que le monde existe. Donc, si vous voulez, il n'y avait aucune réponse dans la réalité qui pouvait convenir. À partir de là, il ne restait plus qu'à penser, pour traiter ça, la jouissance de manière singulière. Alors, penser la jouissance de manière singulière, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire ce que le patient dit à l'entrée. Le premier entretien avec le patient à l'entrée, à l'arrivée, conditionne sa sortie. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce qu'il dit à l'entrée, quelque chose qui nous donne des pistes quant à la logique, à la possibilité qu'il puisse sortir. Donc, au fond, parce que avant, quelque chose tenait, avant qu'il soit hospitalisé, puis à un moment où il entre dans le hors-discours, en quelque sorte, socialement il ne tient plus, donc l'hôpital est là. Il est vraiment à la place du discours quand le sujet est hors discours. Il occupe vraiment cette fonction de pouvoir supporter le hors discours du sujet, le lieu. Alors, à partir de là, il y a des patients que je fais revenir, vous voyez, parce que le laisser tomber, évidemment, c'était la coupure brutale, et du lieu et du lien. Donc, j'avais l'idée, on avait commencé, avec une infirmière, à penser qu'on allait prendre un petit pavillon à côté du pavillon d'entrant, et qu'on allait mettre quelques lits, pour que les patients puissent dormir là, plus au long cours. Enfin, vous voyez, on avait commencé comme ça à réfléchir sur une élaboration assez classique, mais juste juxtaposée à l'hôpital, pas à l'extérieur, parce que l'extérieur voulait dire une coupure. Le champ social et l'hôpital, c'est pas la même chose. Alors, pour le patient en tout cas qui va mal. Et donc, on avait commencé, et puis est arrivée cette patiente. Est arrivée cette patiente pour qui tout le monde était en grande agitation parce qu'elle venait d'avoir un bébé, il fallait absolument lui trouver un lieu mère-enfant, etc. Sauf que, alors c'est là où, voilà, là vous avez, au fond, être lacanien en acte, c'est-à-dire ne pas pouvoir faire autrement que ce que j'ai eu à faire. Dans le développement, dans les entretiens, le signifiant famille était pour elle un signifiant maître majeur. Donc, dès que mon collègue lui a dit qu'on lui avait trouvé un centre mère-enfant, certes, elle allait pouvoir être avec sa fille, mais en même temps, elle était séparée de son mari. Donc, le signifiant famille se cassait la figure. Donc, elle était aussi mal avec sa fille bien entourée, enfin, elle allait être, on lui disait qu'elle commençait à être mal dans le service, à l'idée d'aller, et me dit-elle, alors il n'y a plus de famille. Et
la mélancolie revenait. Je ne l'ai pas expliqué aussi bien dans mon livre, parce que vous, je ne peux pas, si je rentre dans chaque petit détail, enfin c'était ça le point, peut-être j'aurais dû le dire. Donc, si vous voulez, donc elle redevenait mélancolique. Moi, je me disais, ben oui, le signifiant qui soude, le signifiant qui gouverne sa vie, ne tient pas, est en morceaux. Enfin, il y a une partie d'un côté, une partie de l'autre, alors que pour elle, ça devait être absolument un. Donc, je me suis dit, ben, son mari, j'ai commencé à réfléchir comme ça, quoi. Son mari travaille, une mère elle a le droit d'avoir une nounou, une nounou n'inféode pas le fait d'avoir une famille, n'annule pas l'idée d'avoir une famille. Bon, le mari était fiable, elle était encore très délirante. J'ai dit au mari, est-ce que vous vous sentez capable d'être avec votre femme la nuit, faites attention à elle, est-ce que vous pensez que là, on prend un risque calculé. Voilà. Mais le problème, c'est que si vous ne prenez pas ce risque calculé, le non-risque que vous prenez est plus dangereux que le risque calculé. Ça, c'est un point d'enseignement aux psychiatres. C'est-à-dire que j'aurais pu dire, oh non, elle peut être dangereuse, donc elle va aller dans le centre mère-enfant, mais là, elle aurait pu très bien se ficher en l'air et ficher en l'air sa fille, parce qu'il n'y avait plus de famille. Donc quand il n'y a plus de famille, il n'y avait plus rien. C'est le crépuscule des dieux, le crépuscule de la famille, le crépuscule du monde. Donc voilà. Ce n'est pas les médicaments qui allaient remonter le crépuscule du monde. Certes, elle avait un traitement et tout ça, ça lui faisait du bien, mais ça ne résolvait pas la certitude délirante d'avoir à faire une famille, comme on dit, bien ficelée, bien unie, qui dort à la même place, qui dort ensemble. Donc j'ai demandé au mari s'il pouvait accepter ça. Elle avait un bon traitement, nous on était là. Bon, il a dit oui, bien sûr. Donc le matin, le mari nous amenait sa femme. Avec elle, il allait amener leur fille chez la nourrice. Ensuite, il amenait sa femme à l'hôpital. Il allait travailler. Et quand il rentrait le soir, il revenait la chercher, il allait chercher la nourrice. Bon, il passait des nuits un petit peu difficiles, mais enfin avec le traitement, il ne dormait pas trop mal. Et surtout, c'est qu'elle allait de mieux en mieux. Parce qu'elle était certes hospitalisée, mais elle était toujours en famille, qui était le signifiant maître. Alors elle allait de mieux en mieux, et puis elle a fini par sortir, quoi. Et donc, si vous voulez, à partir de là, et alors pourquoi ça? Parce que j'ai pris au sérieux la jouissance qui était la conséquence du signifiant maître. Est-ce un, la famille? En prenant en considération cette jouissance, il fallait que je lui offre un type d'hospitalisation conforme à la jouissance, pour ne pas qu'elle se retrouve justement dans un laisser-tomber. Un laisser-tomber, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire simplement que l'autre vous laisse tomber. Ça veut dire que le S1 se coupe de la jouissance, que la jouissance, elle va de son côté, qu'elle morcelle le corps, et qu'elle fasse déchet, enfin, qu'elle se mélancolise, enfin, etc. Toutes les conséquences, si vous voulez, de la séparation du signifiant maître et de la jouissance qui l'accompagne. Donc, quand on a... Donc à partir de là, si vous voulez, automatiquement, je me suis dit, mais je suis obligée de créer quelque chose qui permette de prendre en considération chaque jouissance de chaque sujet. Et donc, l'hospitalisation de jour est arrivée immédiatement. On a ramené les lits. Pendant que je vous parle, la mémoire me revient, je revois la scène. On a ramené les lits. C'est devenu l'hospitalisation de jour. Les patients pouvaient dormir là, ne pas dormir là. Enfin, il y avait tout
tout ce va-et-vient qui faisait que, au fond, il n'y avait plus de coupure possible quand on connaît la sensibilité du sujet psychotique à la rupture. Il vient déjà là parce qu'il est en rupture. On ne va pas lui rajouter une rupture. Voilà. Et donc, on ne rompt jamais parce que c'est lui qui s'en va.